Et si je vous disais que ce n'est pas pour rien que cet homme de l'écurie McLaren est monté sur le podium en Australie? Car c'est peut-être bien à lui que McLaren doit son titre mondial en 2024 et 2025. C'est en tout cas ce que sous-entend George Russell, mais je vous rappelle qu'il reste quand même 22 Grands Prix à disputer, donc tout peut arriver, voilà. Revenez sur cette vidéo en fin d'année, on verra si c'est le cas. Cet homme, c'est Rob Marshall, le designer en chef de chez McLaren. Il est longtemps resté dans l'ombre d'Adrian Newey chez Red Bull, à qui on attribue en général les succès de l'écurie autrichienne. Sauf que Rob Marshall a autant compté car c'est un peu le papa du mini DRS et surtout des Flexi-Wings. Flexi-Wing, c'est le terme qu'on utilise pour des ailes avant ou des ailes arrière sur une Formule 1 qui ont tendance à se courber, à se fléchir, à se déformer sous la pression de l'air à haute vitesse. Ça procure aujourd'hui un véritable avantage en termes de performance, mais surtout en termes d'équilibre de voiture. Et ça, c'est très important. Et les ingénieurs en Formule 1 ou même en sport auto en règle générale ont toujours eu cette approche de si c'est pas interdit par le règlement, c'est de surcroît autorisé. Et alors là, on pousse à fond. Les limites, on les envoie valser. C'était donc une question de temps avant que la FIA ne remette un coup de collier pour éviter trop de dérives sur ce problème et que ça devienne n'importe quoi. On a eu une clarification dans le règlement technique qui va prendre effet pour le Grand Prix d'Espagne pour limiter les Flexi-Wings et cela pourrait créer un championnat à 2 vitesses. Car certaines équipes jouent avec ce type d'appendice, d'autres non. Et la différence est assez importante. Alors évidemment, ce dont on a peur, nous spectateurs, c'est que ça joue un trop grand rôle dans le nivellement ou dans les performances entre les différentes voitures sur une des saisons les plus serrées de l'histoire, que ce soit d'ailleurs en bien ou en mal. Alors je sais pas si cette vidéo est faite pour vous rassurer pour le coup, mais ce qui est sûr c'est qu'on va éclaircir cette affaire pour y voir un peu plus clair. Alors je sais que vous êtes très nombreux à aimer les vidéos techniques sur le sport auto en règle générale et la Formule 1, et ce n'est que la première de l'année, donc rien que pour ça, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Bon alors la première question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi une aile avant ou d'ailleurs une aile arrière sur une voiture de Formule 1 aurait tendance à se déformer avec la vitesse, tout simplement. Pourquoi ça flexe? Factuellement, les Formule 1 sont toutes des objets que l'on pourrait qualifier de rigides. Les voitures ne sont pas de la pâte à modeler ou de la gelée, mais c'est bien un assemblage de pièces plutôt rigides, la plupart en carbone en ce qui concerne la carrosserie. Bref, c'est dans la nature même du matériel qu'on utilise. L'article 3.2.2 du règlement technique dispose le fait d'avoir des éléments de carrosserie immobiles et fixés rigidement par rapport à leur cadre de référence. En gros, ça ne doit pas bouger. Pour simplifier la compréhension de tout le monde, car cela dépend de plein de facteurs dont la nature des matériaux qu'on étudie, on va prendre un raccourci qui va hérisser le poil des ingénieurs et des physiciens. Dans la théorie, si on rendait notre objet en carbone parfaitement rigide pour qu'il soit parfaitement immobile, il serait parfaitement fragile. Et donc, il se casserait très facilement si on lui appliquait une contrainte. Alors, ce qui est bien, c'est que comme on n'est pas dans cet extrême-là, nos matériaux, et en particulier par exemple le carbone dans ce cas-là, vont avoir ce que l'on appelle une élasticité. Alors l'élasticité, c'est le fait qu'on applique à un objet une contrainte qui va faire déformer l'objet et puis qui va reprendre sa forme initiale une fois qu'on enlève la contrainte, tout simplement. Et là, pour le coup, c'est par exemple une aile avant, une dérive d'une aile avant d'une Formule Renault 2 litres. Voilà, en plastique. Ça se déforme, ça reprend la forme initiale. Ça, c'est ce qu'on appelle l'élasticité. Et donc vous l'avez deviné, en fonction des objets, en fonction des matériaux, en fonction de la contrainte, etc., on a plusieurs niveaux d'élasticité. Et plus on va mettre une grosse contrainte, plus on va se rapprocher du point de rupture, où on va avoir des fissures et où parfois ça va casser, tout simplement. Donc la déformation est inévitable. De ce fait, la FIA, dans son règlement technique, veut que toutes les pièces aérodynamiques ou de carrosserie soient rigides, mais on ne peut pas les rendre parfaitement rigides. Donc la FIA est obligée d'accorder une déformation de certains éléments, et justement, elle y a mis une limite de déformation qu'elle va tester lors de l'inspection des voitures avant et pendant les week-ends de Grand Prix. Et vous pouvez retrouver tous ces tests dans le règlement technique de la FIA à l'article 3.15 et c'est disponible librement sur leur site. La méthode est simple, on place la voiture à l'arrêt et on met des poids à différents endroits pour mesurer la déformation d'un élément. Si l'élément se déforme trop, ça ne va pas, sinon ça passe. Alors la déformation des ailerons avant et des ailerons arrière, ça date pas d'hier, ça a traversé les âges depuis longtemps. Et les dernières fois qu'on a eu ça, c'était en 2021 et en 2023. 2021 avec Red Bull et Mercedes, et 2023, je crois que c'était à peu près la même chose.
La première fois, ça portait sur l'aile arrière de la Red Bull, dessinée par Adrian Newey en 2021, qui avait tendance à s'affaisser sur elle-même, changer l'angle d'attaque de l'aile, et donc la décharger en appui aérodynamique et réduisait la traînée. Donc, la Red Bull allait plus vite en ligne droite. Adrian Newey faisait un dessin pour faire en sorte de diriger l'air comme il le voulait sur la voiture, et Rob Marshall à l'époque ajoutait entre guillemets son génie sur le côté structurel pour tirer un avantage supplémentaire en performance. Si Newey voulait une déformation ou atteindre un certain résultat en soufflerie, c'est Rob qui s'occupait de le rendre possible et réel. Alors, ce qui est fou, c'est que la Red Bull passait tous les tests de la FIA à l'arrêt. Ça, il n'y avait aucun problème. La voiture était légale en fait. Mais quand on était en caméra embarquée et qu'on regardait l'aileron arrière de la Red Bull, à haute vitesse, on voyait clairement une déformation, voire une déformation trop importante. Donc, techniquement, il y a un truc qui va pas. Ça passe les tests, mais visiblement, ça le fait pas. Pour remédier à ce problème, on a eu l'apparition de ces fameux points de différentes couleurs qui permettent d'avoir une référence quand vous avez une caméra pointée sur l'aile arrière. Et donc, la FIA peut voir si l'aile se déforme ou non et si elle est légale pendant le roulage ou l'élément est sous une contrainte plus forte ou du moins dans son environnement de fonctionnement normal. Alors, l'aile arrière a arrêté d'être le débat à ce moment-là avec ces fameux points là, mais du coup, on s'est focalisé sur l'aile avant, forcément. Sauf que pour l'aile avant, malheureusement, on n'a pas de caméra spécifique pour pouvoir surveiller les éléments et les différents flaps de l'aile avant se déformer sous la contrainte de l'air à haute vitesse, etc. C'est très compliqué de savoir à quel point ça se déforme ou pas. Donc ce phénomène d'aile avant ou d'aile arrière qui se déforme un peu plus, mais qui reste légal parce qu'elle passe les tests de la FIA, c'est ce que l'on appelle les flexi wings. Et si on a des flexi wings, vous vous doutez bien que c'est pas juste pour faire joli. Donc la question suivante, c'est quel manque de performance ça résout? Pour rappel, la réglementation technique actuelle est fondée sur le principe des voitures à effet de sol. On a vu deux problèmes majeurs apparaître que les équipes ont résolus ou du moins limités, le marsouinage et le bouncing. On en avait déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos, donc je ne reviens pas dessus. Pour résoudre ces deux problèmes, les équipes se sont retrouvées évidemment avec des voitures dont le comportement n'était pas optimal. Il fallait donc résoudre deux nouveaux problèmes. Du sous-virage à basse vitesse et du survirage à haute vitesse. Le sous-virage, c'est quand vous tournez le volant, mais que la voiture décide d'aller tout droit quand même. Les roues avant dérapent entre guillemets et n'accrochent pas aussi bien le sol qu'elles le devraient. Le survirage, c'est l'inverse. C'est quand vous tournez le volant, mais que ça tourne trop. Vous glissez de l'arrière, les roues n'accrochent pas aussi bien le sol qu'elles le devraient. L'une des conséquences possibles du survirage, c'est le fameux tête à queue, surnommé depuis quelques années le spin en France. On peut en partie résoudre ces problèmes par différents réglages de suspension, de moteur, de frein, etc. pour aider le pilote dans son pilotage. Mais globalement, le problème est toujours là, car il est intrinsèque à la voiture. Dans les virages serrés, donc là où on roule pas vite, la voiture a tendance à sous-virer. Dans les virages à fond, où on passe à très haute vitesse, l'arrière a tendance à être léger, donc au bord du décrochage ou à légèrement glisser. Tout ça, c'est pas cool pour le pilote, ni pour sa confiance dans la voiture, et donc pour aller vite. Ce problème, on peut aussi le résoudre très simplement en jouant sur le degré d'inclinaison de l'aileron avant. Sauf que en résolvant un de ces deux problèmes, on accentue l'autre. Par exemple, on peut braquer le plus possible l'aile avant pour pouvoir gommer notre sous-virage à basse vitesse, mais du coup, on embarque aussi tout cet appui-là à haute vitesse, et donc on accentue le survirage à haute vitesse. D'ailleurs, ça marche aussi dans l'autre sens, Si vous mettez très peu d'aile avant à basse vitesse, vous avez du sous-virage, mais du coup, à haute vitesse, vous êtes à peu près pépère parce que on n'appuie pas tant le train avant que ça à haute vitesse. Donc si on avait la possibilité à la fois d'avoir beaucoup d'appui à basse vitesse et donc gommer notre sous-virage, mais que on pouvait aussi faire en sorte d'avoir moins d'appui à haute vitesse et donc gommer ce survirage, là on serait bien. Là on résoudrait les deux problèmes. Sauf que évidemment, je vous le rappelle, on ne peut pas faire bouger entre guillemets nos éléments, c'est interdit par cette réglementation-là. Mais par contre, ces éléments, ils peuvent se déformer. Donc la recette, c'est rigide à basse vitesse et déformé à haute vitesse. À faible vitesse, les flaps de l'aile avant sont suffisamment rigides, donc on a l'appui aérodynamique qu'on veut pour gommer notre sous-virage et faire tourner la voiture. Et à haute vitesse, les éléments s'affaissent, donnant moins d'appui et donc moins de survirage. On emmène de la performance à basse et à haute vitesse, c'est parfait. C'est donc un manque de performance aérodynamique que l'on va résoudre par un travail structurel sur nos éléments d'aile avant et d'aile arrière.
Mais avant de crier victoire, il faut passer ce que l'on appelle le scrutineering. Le scrutineering, ce sont des phases de test au garage de la FIA pendant chaque week-end de Grand Prix. C'est à ce moment qu'on regarde si la voiture est bien conforme au règlement. Dans le cas des tests des ailes avant et arrière, les éléments doivent tenir une charge maximale appliquée de plusieurs manières et avoir une déformation maximale définie par le règlement. Je vous rappelle aussi que les ailes avant de chaque équipe ne sont pas les mêmes, que ce soit en termes de design ou même en termes de structure. Donc pour surveiller ce phénomène de déformation, on peut faire des tests, qu'on pourrait dire basiques entre guillemets, mais on ne peut pas faire énormément plus pour le moment. Alors, la FIA a déjà installé en 2024, dans les caméras TV sur les nez des voitures, des caméras supplémentaires braquées sur les flaps des ailes avant. Mais à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas, c'était pour prendre des données et comprendre le travail des éléments en fonction des écuries. Donc dans le futur, on pourrait avoir une manière plus aboutie de surveiller toutes ces déformations. Ce qui est intéressant, c'est que par manque de temps et d'organisation logistique, les charges appliquées par la FIA lors de ces tests ne vont pas dépasser une certaine limite. Auquel cas, il faudrait, pour des raisons de sécurité, avoir une pièce isolée pour tester des charges plus lourdes et au cas où ça casse par exemple, ça n'envoie pas des débris dans tous les sens sur du personnel non protégé. Donc ça demanderait un temps supplémentaire de mise en place, de tests et une contrainte plus lourde pour toutes les parties prenantes dans ces week-ends de Grand Prix déjà très serrés au niveau du timing. Cette charge maximale que la FIA applique lors de ces tests reste en dessous de ce qui est capable de supporter une aile avant à 300 km/h. Et en plus, la contrainte ne se produit pas de la même manière non plus. Donc si je résume, pour réfléchir comme un ingénieur en Formule 1, l'aile avant doit rester rigide et se déformer à partir de la charge maximale que la FIA va appliquer lors de ces tests. Mais avant, il faut que ce soit rigide. De cette manière, l'élément est jugé légal et en plus de ça, on en tire un bénéfice de performance. Et donc, à Miami en 2024, McLaren a amené une partie de ses évolutions sur la voiture. Et ça a payé, car ils ont commencé à vraiment performer à partir de ce moment de la saison pour finalement prendre le titre constructeur en fin d'année. Il faut noter dans le même temps que la Red Bull arrivait au bout de sa philosophie. Sergio Pérez n'arrivait plus à piloter la voiture qui était devenue très pointue, et Max Verstappen, qui a l'une des plus grandes sensibilités pour le pilotage en Formule 1 aujourd'hui, gommait, ou du moins masquait par son pilotage, les potentiels problèmes que la voiture pouvait avoir. Ça a donc fait un chassé-croisé de performance à ce moment-là de la saison. Et puis évidemment, les autres équipes ont commencé à amener des flex-wing au fur et à mesure des Grands Prix. On retrouve Mercedes qui a suivi aussi la voie à peu près en même temps que McLaren avec moins de réussite. Je le rappelle, mais c'est pas une amélioration qui est responsable à elle seule de la performance. Le but du jeu, c'est de faire fonctionner l'ensemble de la voiture au mieux, tous les éléments en même temps. Et parfois, une amélioration peut, entre guillemets, tout débloquer, comme parfois ne pas du tout amener tout ce que l'on voulait, ou tout ce que l'on espérait. Alors évidemment, Ferrari et Red Bull ont commencé un petit peu à pester, à protester, parce que eux n'avaient pas prévu de faire des dépenses dans des flexi-wings par exemple, et s'attendaient à ce qu'il y ait une action de la part de la FIA, notamment du fait qu'ils aient placé ces caméras sur ces ailerons avant. Et puis, voyant que ça n'arrivait pas, Ferrari a décidé de s'y mettre. Singapour, flexi-wing, Austin, victoire, Mexico, victoire. On a eu une fin de saison 2024 avec différentes voitures qui sortaient du lot d'un week-end à l'autre en fonction des circuits et des conditions de piste, mais pas que. Une autre équipe qui a amené ce genre d'amélioration en fin d'année dernière, c'est Alpine. D'ailleurs, on peut voir la nette différence entre la nouvelle version sur la voiture de Pierre Gasly et la version de base sur la voiture d'Esteban Ocon au Qatar par exemple. Mais si vous avez suivi la saison dernière, vous n'êtes pas sans savoir que McLaren a aussi ce que l'on appellerait un mini DRS. Je ne vous refais pas l'histoire, mais c'était à Bakou. Le principe du mini DRS, ce sont les bords du flap supérieur de l'aile arrière qui, avec la vitesse et les flux d'air importants, se soulèvent car ils sont structurellement moins rigides. Mais cela reste légal car la voiture a passé les tests FIA. L'avantage de performance que l'on recherche ici est plutôt de réduire la traînée aérodynamique dans les lignes droites, mais de conserver de l'appui dans les virages. Et à Bakou, dans la longue ligne droite de retour, effectivement, ça sert. Et ça, c'est encore un coup de Rob Marshall. Depuis, la FIA a mis aussi un petit coup de collier, histoire de limiter ce phénomène, mais malgré tout, on continue d'avoir des mini DRS, toujours en 2025. En Australie cette année, l'alarme s'est déclenchée à la FIA car on voyait des vitesses de pointe assez élevées, voire presque un peu anormales. On compte un gain de vitesse de pointe de 8% par rapport à la normale. Et la FIA voyait avec des caméras haute résolution des comportements de l'aile arrière et notamment du flap supérieur
plus flexible qu'attendu. D'ailleurs, Pierre Vacher, le directeur technique de Red Bull, a été assez vocal à ce sujet, pointant du doigt les rouges et les oranges. Mais il semblerait qu'Alpine et Haas bénéficient aussi d'un mini DRS aujourd'hui. Dans le cas de McLaren, désormais ce n'est plus le flap DRS qui est trop flexible, mais les bords extérieurs de cette partie supérieure. L'avantage de ce nouveau, entre guillemets, mini DRS, c'est qu'il fait décrocher l'air de l'aile arrière. Et donc cela réduit la traînée et augmente la vitesse de pointe. La FIA était évidemment furieuse de voir tout cela et a décidé de surveiller ça de très près au Grand Prix de Chine pour agir au plus vite. Mais tous les ailerons ayant une sorte de mini DRS passent les tests de la FIA pour le moment. Pire, selon une certaine configuration ou un réglage particulier, il semblerait que McLaren ou Haas, par exemple, soient capables d'annuler, entre guillemets, et c'est un bien grand mot, l'effet mini DRS. C'est ce que disait Hayao Komatsu, patron de Haas. Alors Red Bull ne s'est pas embarqué dans cette histoire de Flexi Wings pour le coup, et n'a pas dépensé d'argent pour faire des Flexi Wings, que ce soit l'année dernière ou je crois même cette année, et a continué de protester auprès de la FIA jusqu'à ce qu'elle puisse agir ou fasse quelque chose, et ça a pris forme début 2025 par une directive technique, la TD 018. Une directive technique, c'est une clarification de la FIA de certains points du règlement technique. Cela clarifie une zone grise qui est interprétable de plusieurs manières différentes, ou du moins qui permet de mieux encadrer l'esprit de la règle. On l'ajoute dans le règlement technique, et dans notre cas, cette TD 018 se matérialise par ce qui est marqué en rose ici. Bon, sans vous commenter en chiffres, etc., ce que comporte cette TD 018, grosso modo, on va appliquer la même charge aux mêmes endroits pour faire les tests, sauf qu'on va demander une déformation moindre sur les éléments des ailes avant et des ailes arrière. Alors tout cela, ça va limiter naturellement, entre guillemets, un petit peu plus les déformations, mais ça ne va pas les annuler. On aura toujours des déformations sur les ailes avant et les ailes arrière. Le plus gros effet pour les équipes qui ont recours aux Flexi Wings et Mini DRS, c'est que ça va rendre plus difficile le réglage optimal de la voiture et sa fenêtre d'utilisation. Car une aile avant flexible vous permet de gommer les deux problèmes du sous-virage à basse vitesse et du survirage à haute vitesse. La voiture est aussi moins pointue ou moins difficile à piloter, si on peut prendre ces termes-là pour rester un petit peu simple. Et c'est le cas de McLaren. On a vu en Australie que la McLaren avait tapé dans le fameux sweet spot, entre guillemets, d'avoir le réglage parfait. Aujourd'hui, ce sweet spot donne un avantage vraiment supplémentaire par rapport aux autres voitures. On a vécu exactement la même chose en 2024. Mercedes à Las Vegas ou encore Ferrari à Mexico par exemple. Et il faut bien comprendre que le mini DRS de McLaren ou les Flexi Wings jouent directement sur la vitesse de pointe, oui, mais le plus gros de la performance se situe sur trouver l'équilibre parfait de la voiture et son impact sur la gestion des pneus. McLaren a été parfaite en Australie avec des conditions assez particulières par exemple. Je prends un peu moins le cas de la Chine car on est sur un week-end sprint qui rend les performances beaucoup moins fiables au vu des séances que l'on a. Le travail est peut-être un petit peu différent vis-à-vis d'un week-end plus traditionnel. Et si aujourd'hui on parle beaucoup de technique de la voiture en elle-même, etc., il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de ces voitures, il y a quand même des êtres humains qui, malgré leur énorme talent, font quand même des erreurs. Et donc du coup, voilà, on peut pas toujours tout le temps réussir. Ça a été le cas de Lando Norris par exemple, lors de la sprint qualifying, où il se loupe un petit peu à l'épingle, je crois, et va pas chercher la pole position par exemple. Il faut bien comprendre que les équipes qui utilisent les Flexi Wings aujourd'hui, ou en tout cas qui utilisaient les Flexi Wings en 2024, ont tout intérêt à se conformer le plus rapidement possible à la TD 018 qui arrivera pour le Grand Prix d'Espagne. Pourquoi ? Parce que cette TD 018 entre en vigueur à la fin du premier tiers de la saison. On va disputer la majeure partie du championnat avec cette clarification. Les ressources vont toutes, ou en très très grande partie, basculer sur le travail 2026, et donc on aura moins intérêt à bosser sur des nouvelles ailes avant. Mais surtout, sur ce premier tiers de saison que nous sommes en train de vivre, on développe toujours un peu la voiture. Et il vaut mieux développer cette voiture en ayant une aile qui soit conforme pour les 2 tiers de saison après la TD 018, plutôt que de se paumer en courte saison après avoir développé une voiture avec une aile avant qui ne sera plus conforme. Alors, pour reprendre la question du début, est-ce que McLaren a déjà gagné, comme le sous-entend en tout cas George Russell? Oui et non. La McLaren n'est pas ultra dominante par conception. Elle n'a pas un truc en plus de génie ou de mettre une méga pilule à tout le monde juste sur la conception. Sur le devant de la grille, la performance pure est très serrée. Le génie de McLaren, c'est d'être 3/10 au-dessus quand ça trouve le bon réglage
est d'être vraiment bonne sur sa gestion des pneus. Selon les grands prix, selon les circuits, selon les conditions de piste, elle va mieux performer que d'autres, mais ça sera certainement le cas aussi pour Ferrari, Mercedes et peut-être même Red Bull. Savoir quand et pourquoi, eh bien, il faudra attendre encore quelques grands prix. Et donc à partir du Grand Prix d'Espagne, on verra s'il y a des changements, s'il y a des écuries qui ont un peu perdu ou se sont paumées en cours de route dans le développement, ou si justement toutes les écuries ont bien absorbé cette nouvelle TD 018. De toute manière, on retrouvera presque toujours des Flexi Wings, même dans la future réglementation 2026 de Formule 1. À quel moment, ça, on le verra bien, parce que je vous le rappelle, la déformation est inévitable. Inévitable, tout comme la carrière de Fernando Alonso qui va devoir prendre fin tôt ou tard, mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors si vous ne voulez pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse.